Bonjour. Je prends la parole quelques instants pour vous présenter cette séquence des assises auxquelles on tient beaucoup. C'est que nous avons, il y a maintenant bientôt 6 ans, je crois, grâce à l'implication de Radio France, de France Télévisions, de France Médias Monde et du JDD, qui sont tous ici représentés, essayer de bâtir un outil et qui soit utile au journalisme, qui réponde à un sondage que vous devez connaître parce que il a 30 ans d'existence, le sondage Lacroix-Cantar sur la confiance dans les médias, qui chaque année nous dit d'ailleurs que cette confiance est bien malmenée. Et nous avons voulu avoir un outil de mesure qui dialogue avec ce baromètre sur la confiance, qui est le baromètre sur l'utilité du journalisme, c'est-à-dire en quoi ce métier est utile ou n'est pas utile à nos concitoyens, à vous-même, dans votre vie pratique, en termes serviciels, mais aussi en utilité démocratique. Donc il y a une partie qui est barométrique, c'est-à-dire que chaque année on pose les mêmes questions pour voir les évolutions, et c'est grâce à l'Institut Via Voice, qui est présenté aujourd'hui par Stewart Shaw, que nous avons pu mener ce travail de long terme. Là, on va vous révéler les résultats du baromètre annuel et vous détailler aussi d'autres résultats, pas tous parce que ça serait trop long, mais centré sur l'essentiel de ce que nos médias partenaires ont révélé dès le week-end dernier sur la façon dont vous avez perçu, au travers de ce sondage, la manière dont on traitait la crise sanitaire et la crise climatique, l'anxiété, tout ce que vous avez pu essayer de ressentir et qu'on a essayé de traduire au travers de ce baromètre annuel. Voilà, donc je relaisse la parole. On va nous dire que là, il y a peu de présence féminine, mais le hasard a voulu que les médias délèguent. Donc Stewart, je vous laisse la parole pour présenter ces résultats. La première partie qui n'a pas été révélée sur le baromètre, et puis ensuite celle que vous avez déjà étalée dans vos médias, et surtout échange avec vous, avec la salle, pour pouvoir poursuivre l'échange. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup Jérôme pour cette introduction. Alors on est toujours très heureux Via Voice d'être partenaire de ces assises, puisque ça nous permet de suivre l'évolution sur quelques années maintenant, comme le rappelait Jérôme, de la perception qu'ont les Français aujourd'hui des médias. Alors des médias au sens très large, puisque tous les médias ne sont pas évidemment les mêmes, et puis on a des traitements qui sont évidemment très, très différents selon les thématiques, mais l'idée c'était vraiment de suivre dans le temps comment les Français aujourd'hui percevaient en tout cas le traitement médiatique et quelle utilité en tout cas ils percevaient de ce métier de journaliste. Alors on va commencer du coup par une première partie donc barométrique sur l'utilité du journalisme, et commencer par plutôt des bonnes nouvelles, puisque à rebours, je dirais, des idées reçues et je dirais du fait un peu marquant qui nous occupe tous, en disant voilà, les journalistes, il y a une forme de défiance vis-à-vis des journalistes. Il faut croire que finalement, en termes d'utilité, les journalistes sont toujours perçus comme très utiles au débat démocratique, à la société. C'est 89% des Français qui considèrent que le journalisme est utile. Alors normalement, vous avez les slides. Voilà. 89% des Français qui jugent aujourd'hui le métier de journaliste utile. C'est un score qui est d'ailleurs assez stable depuis un certain nombre d'années. Donc c'est signe aussi finalement que cette défiance qu'on a tendance très souvent à affirmer dans le débat public n'est pas forcément liée, je dirais, à la nature, à l'utilité de la nature de votre métier. Vous avez juste derrière moi d'ailleurs la ventilation par âge, et on voit qu'il y a une homogénéité, je dirais, dans cette perception positive de ce métier. Le métier de journaliste, il est utile, mais à quelles conditions? C'est la slide suivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer que la pratique, l'usage médiatique des Français, elle évolue, mais elle reste quand même assez stable, puisque les Français, pour trouver l'information à laquelle ils font confiance, ils se tournent d'abord vers les médias. Alors c'est une question qui nous semble intéressante, parce que c'est un petit peu la confirmation d'une attente d'une information professionnelle. Vous avez quand même 78% des Français qui, pour trouver une information de confiance, se tournent vers les médias. Et vous voyez, l'entourage, les réseaux sociaux, les amis ne représentent finalement que 9%. Vous voyez, les scores sont assez stables aussi depuis 2018. Alors il y a eu un petit décrochage en février 2020,
qu'on a imputé d'ailleurs peut-être au traitement de la crise sociale des Gilets jaunes, parce qu'on avait plutôt là une rupture sur certains indicateurs. Mais voilà, des scores qui restent encore assez élevés. Toujours sur ce journalisme utile, c'est la slide suivante. Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on leur demande comment ils cherchent leur information, notamment sur Internet, là, vous voyez, il y a plusieurs pratiques qui se révèlent. Pour un tiers des Français, ça reste quand même une recherche un petit peu spontanée comme ça, sur un moteur de recherche. Et ils regardent les articles qu'on vous propose, quel que soit le média qui publie. Alors vous allez voir que cette pratique-là, du tout venant, je dirais, elle génère des conséquences aussi assez importantes sur l'attente des Français envers ce qu'ils vont retrouver dans ces médias, quel que soit le type de média. Consultez directement le site d'un média à qui vous faites a priori confiance, c'est 28% des Français. Donc ça veut dire qu'il y a pas une fidélité forcément très importante à tel ou tel média, mais ça reste quand même assez bien représenté puisqu'on est un peu moins d'un tiers. Et puis ensuite, vous avez évidemment tout ce qui est notification qui tend à progresser. Vous voyez, le 5% des réseaux sociaux, ça montre aussi que je dirais l'importance du débat public sur ce genre de support est quand même très nettement sous-représentée dans la population au global. Sur la slide suivante, ce qui nous a semblé aussi intéressant, en tout cas au regard de cette utilité toujours perçue du journalisme, c'est qu'il y a des attentes, évidemment, qui se dégagent. Et je dirais il y a plutôt deux registres qui me semblent très importants de réaffirmer. C'est que le journalisme, il est utile à la fois parce qu'il est vérifié. Alors normalement, c'est vraiment cette question de la vérification de l'information qui est publiée. Donc il y a une forme de confiance aussi, en tout cas, que l'on veut accorder à l'information professionnelle. Et donc aujourd'hui, les Français sont quand même de plus en plus, je dirais, ils ont le sentiment d'être de plus en plus victimes aussi de ces fausses rumeurs. Et donc vous allez voir, ça va générer une attente en termes de fact-checking, de vérification de l'information qui est assez importante. Et puis le deuxième registre de l'utilité du journalisme, c'est tout simplement, je dirais, le caractère essentiel, fondamental à tout débat démocratique, puisque vous avez, et là les scores parlent d'eux-mêmes, 85% aujourd'hui des Français qui considèrent que le journalisme existera toujours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une société finalement sans médias, et le journalisme est indispensable dans une société démocratique. Je pense que c'est important aussi de le rappeler dans le contexte que l'on connaît tous, actuel. Donc c'est vraiment non pas juste, je dirais, un gage de confiance par rapport à une affection particulière à un métier, mais c'est vraiment une nécessité démocratique que de voir aujourd'hui le journalisme exercer. Juste peut-être un aparté et qui nous semblait là aussi intéressant, c'est que malgré comme on a dit, cette attente et cette utilité essentielle du journalisme, en tout cas l'information de qualité qui se paie aujourd'hui, elle n'est pas forcément majoritaire dans l'opinion, c'est-à-dire qu'on considère tellement que c'est un outil essentiel au débat démocratique qu'on a peut-être plus de mal à penser devoir y accéder en payant. Voilà, donc une information de qualité se paie, elle n'est pas gratuite. 36% des Français seulement sont d'accord avec cette affirmation-là. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, on le disait tout à l'heure sur le caractère utile et démocratique. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début du lancement de ces assises, je dirais de ce baromètre, la nature du journalisme et le rôle du journaliste n'a pas évolué. Il reste vraiment un intermédiaire, une médiation entre pouvoir et contre-pouvoir. Donc c'est très loin finalement d'une attente d'un journalisme engagé, militant, mais on est plus sur effectivement un journalisme de contre-pouvoir et de médiation entre le pouvoir et les citoyens. Et vous allez voir que ça aussi, cette aspiration-là va avoir des conséquences sur les attentes des Français envers les journalistes pour l'avenir. Voilà pour cette partie barométrique qu'on a publiée ce matin. Deux autres parties assez courtes, et après je laisserai évidemment les invités réagir à ces résultats. On peut passer à la slide suivante. Ce qui est intéressant dans ce baromètre, c'est qu'il nous permet, dans sa temporalité, de faire, je dirais, le bilan
de plus d'1 an et demi de crise sanitaire. Donc on s'est intéressé aussi au traitement médiatique de cette crise sanitaire. Alors je vais aller assez vite puisqu'on en avait déjà parlé l'an dernier et cette partie a été publiée déjà la semaine dernière. Le traitement médiatique de la crise sanitaire, il est critiqué sur 3 registres essentiels. Le premier registre, c'est sa fréquence, c'est-à-dire qu'effectivement les Français considèrent qu'on a peut-être accordé trop d'importance, pour 60% des Français, à la pandémie dans le traitement médiatique. Il est aussi critiqué, c'est la slide suivante, dans son caractère utile, puisque vous voyez, même si 60%, et c'est une majorité de Français, considèrent que l'information qui leur a été délivrée sur la pandémie leur a été utile, ils sont quand même un peu plus d'un gros tiers, et c'est plus 6% depuis octobre 2020, à considérer que l'information est devenu de plus en plus inutile. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a aussi changé, je dirais, d'étape dans cette crise sanitaire, On a été, évidemment, il y a des différents échelons, je dirais, dans cette crise, donc un traitement évidemment différencié. En tout cas, force est de constater qu'il y a plus d'un tiers aujourd'hui des Français qui considèrent que l'information sur cette crise pandémique leur est inutile. Et enfin, le troisième registre, je dirais, je passerai un peu plus vite peut-être dessus, mais c'est la slide suivante. C'est toujours lié à l'utilité, sur la nature même de l'information, puisque les Français, vous allez le voir, c'est peut-être le lien avec la dernière partie sur l'enjeu climatique. Les Français attendent dans ces crises-là une information de solution. Vous le voyez assez clairement sur ce graphique, mais les Français, en tout cas pour la majorité d'entre eux, une large majorité, puisque si on reprend 50% plus 45%, c'est vraiment une expertise qui leur permet de trouver des solutions, une information utile de solutions pour leur vie de tous les jours, dont ils attendent évidemment des médias. Et vient ensuite, c'est le deuxième registre, on s'en est parlé tout à l'heure, mais de vérification de l'information, puisqu'ils sont assez conscients aussi que voilà, des rumeurs, des fausses informations circulent d'ailleurs de plus en plus. C'est un score qui, on ne l'a pas mentionné sur cette slide, et c'est un score qui est en progression depuis 4 ans. Voilà, cette nécessité de vérifier de plus en plus l'information. Voilà pour la crise sanitaire. Alors, de ce qui est de la crise environnementale et de la question écologique, ce qui est intéressant, c'est, passer à la slide suivante, d'abord le sentiment, est-ce que les Français ou pas ont le sentiment d'être suffisamment informés par les journalistes par rapport à ces questions de changement climatique. Alors, spontanément, ils disent oui à 61%, ce qui est quand même assez intéressant, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais c'est de rentrer dans le détail, à la fois le 50% qui s'estime oui plutôt, alors nous dans les études d'opinion on appelle ça, très maladroitement dit, mais un ventre mou, c'est-à-dire à la fois des gens qui pourraient basculer sur « je me sens très informé » ou au contraire qui ne se sentent pas informés. Donc un oui plutôt qui est assez majoritaire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est d'ailleurs qu'il y a plus d'un tiers des Français, 35%, qui ne se sentent pas suffisamment informés. Et les plus jeunes, sur le débat précédent, on a parlé beaucoup d'engagement de la jeunesse sur cette question-là, les 18-24 sont à 48%, ont le sentiment à 48% de ne pas être assez informés par les journalistes sur cette question. Donc une véritable attente aussi par rapport à ces enjeux-là. Et donc, slide suivante, une attente assez majoritaire des Français sur une place beaucoup plus importante de l'enjeu climatique dans les médias. 53% des Français estiment que cet enjeu-là n'est pas suffisamment pris en compte par les journalistes aujourd'hui. 30% à la place qui convient et seulement, je dirais, 13% trop de place. Donc une demande assez explicite, en tout cas, de plus d'écologie dans le traitement médiatique. On peut passer à la slide suivante. Alors, sur le traitement maintenant de cet enjeu-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils considèrent, en tout cas ils font le constat, que lorsqu'on parle d'écologie, la nature du traitement est assez anxiogène, voire catastrophiste ou moralisante. Alors c'est intéressant parce que finalement c'est un duo de tête qu'on avait aussi remarqué sur le traitement de la crise sanitaire. On avait aussi le caractère anxiogène, alors qui était dû évidemment à la nature même de la crise, et à l'idée de catastrophiste, moralisante, on le sait, c'est tout ce qui est l'idée d'une écologie un petit peu punitive, de cette écologie finalement qui ne s'adresserait qu'à une partie seulement de la population. Donc voilà, finalement un constat d'un traitement aujourd'hui médiatique qui est insuffisant et qui en plus de ça dans sa nature pas forcément satisfaisante. Donc ce qu'ils attendent finalement, et c'est la slide d'après,
c'est, et on l'a dit, pour la crise pandémique, toujours une information de solution, un journalisme de solution, puisqu'ils sont quand même à 51% en demande d'une information constructive et porteuse de solutions, vérifiée, on l'a dit précédemment. Et si on regarde un petit peu dans le détail, on voit que finalement une information qui soit engagée, militante, voire émotionnelle, on le voit à 4%, c'est quelque chose qui est évidemment pas en phase avec l'attente des Français. Donc on est vraiment finalement sur un journalisme qui agirait comme une sorte d'outil aussi au service du citoyen qui doit agir dans sa vie de tous les jours pour faire face aux défis notamment climatiques. Alors, on peut passer à la slide suivante, puisqu'elle nous semble assez intéressante, puisque au-delà au-delà de la question du traitement médiatique, pour les Français, finalement, la consommation aussi qu'ils ont des médias peut être corrélée à l'engagement de ces médias sur ces enjeux-là. Alors, c'est du déclaratif, évidemment, c'est du d'opinion, donc il faut faire attention aux choses, mais ça donne une tendance assez intéressante, c'est que 58% des Français considèrent effectivement que connaître les engagements d'un média pour limiter son impact sur l'environnement les encouragerait à consommer ce média au détriment d'un autre. C'est assez intéressant. Alors, là, encore une fois, on retrouve un peu ce ventre mou, parce que 44% des Français qui disent oui plutôt, encore une fois, c'est des Français qui, finalement, ne savent pas trop aussi ce que ça veut dire qu'un média qui s'engage sur cette question-là. Dans le débat précédent, c'était très intéressant de voir comment ils pouvaient concrètement s'engager. Ce n'est pas encore perçu totalement et lisible pour les Français, mais en tout cas, ça reste une idée assez majoritaire. Et enfin... on peut passer à la slide suivante. Là, toujours pareil, cette information constructive. Mais ce qui est intéressant là, c'est le deuxième item, et c'est l'idée avec laquelle je souhaiterais conclure. C'est la question de l'expertise. On a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire de la place des experts dans les médias, de la nécessité finalement de les faire intervenir dans l'espace médiatique. Vous voyez finalement... les Français ne remettent pas en cause le fait qu'un expert ou des experts puissent intervenir dans le débat médiatique. On va le voir que c'est plutôt comment les médias, les journalistes vont pouvoir aussi inventer ou réinventer ou construire un espace qui leur permet en tout cas de délivrer, ces experts, une information, comme on l'a dit, qui soit utile pour eux. Puisque ce qui est intéressant, c'est que les débats contradictoires entre experts, quand ceux-ci ne sont pas d'accord, ne sont demandés que par 24% des Français. Donc ce n'est pas une attente, en tout cas formulée par la population. Alors cette place des experts, et c'est la slide suivante, elle demande une certaine, je dirais aussi, connaissance, agilité de la part des journalistes. Alors est-ce qu'on va passer à la slide suivante ? Donc voilà, puisque les journalistes aujourd'hui, en tout cas pour les Français, sont nettement, ne sont pas en tout cas suffisamment formés aujourd'hui sur ces enjeux-là, ne disposent peut-être pas forcément d'outils et de culture scientifique pour finalement donner l'espace qu'il faudrait aux experts scientifiques dans les médias. Donc c'est assez intéressant puisqu'il y a quand même 57% des Français qui estiment que les journalistes ne sont pas forcément outillés pour répondre à ces nouvelles exigences. C'est très intéressant pour à la fois évidemment les questions de formation, mais c'est aussi intéressant parce que là encore une fois les Français considèrent que c'est une attente, c'est une demande et donc c'est peut-être une évolution aussi là pour le coup du métier de journaliste. Dans la table précédente, dans l'atelier précédent, un intervenant en parlait. Effectivement, c'est une attente assez forte. Les journalistes doivent peut-être être aujourd'hui davantage formés, en tout cas pour cette prise de parole experte dans les médias. Et je crois que c'est les deux dernières slides. Pourquoi ? Alors là, on l'a dit, on a toujours cette même idée, c'est-à-dire la compréhension des enjeux et surtout la capacité de bénéficier d'informations qui soient pour eux utiles dans leur vie de tous les jours. Vous voyez, on a mis en comparaison à la fois pour la crise climatique et la crise sanitaire, et on voit finalement que l'attente des experts, elle est identique pour ces deux crises, elle fait, je dirais, le lien entre les deux. On attend surtout d'eux de comprendre les situations et de bénéficier d'informations pour pouvoir agir dans sa vie. Voilà. Et la dernière slide, à quelles conditions finalement les experts doivent avoir accès à cet espace médiatique. Là, les Français sont assez clairs. 52% souhaiteraient, en tout cas pour les experts qui interviennent dans le débat, connaître quels sont précisément leurs domaines de spécialité et qui financent leurs travaux. Voilà, donc c'est deux attentes qui arrivent assez largement en tête. Voilà. Donc je laisse les différents partenaires réagir. Et puis après, vous pouvez retrouver, je pense, l'ensemble des résultats détaillés sur le site. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Alors, il y a beaucoup d'éléments dans tout ça. Je pense que les uns les autres, on va certainement piocher ce qui nous paraît le plus important, même si tout est important. Moi, j'ai envie de retenir un chiffre au départ, c'est 71% des Français, 71%, je trouve que c'est beaucoup, ne savent pas, alors je ne sais plus la formulation exacte, mais ne savent pas quel média est sérieux et porte une information vérifiée. 71% des Français. Je trouve ça énorme. Ça veut dire que là, il y a un énorme travail à faire en termes de pédagogie pour savoir où sont les sources, quelles sont les sources justes, où est l'information fiable et vérifiée. Et finalement, de ce constat-là découle tout le reste, puisque si on juge que l'environnement est jugé catastrophiste et jugé anxiogène, demande des vérifications, ça veut dire qu'on a aussi la prime au climat-scepticisme, finalement. C'est qu'on peut être entouré de méga-feux et de, comme ça a été le cas cet été, ou de sécheresse, ou de phénomènes de crues exceptionnels, des méga-inondations. On ne va pas forcément faire le lien avec le changement climatique et ce qui sera donné comme un lien avec le changement climatique. Parce qu'on pensera que l'information n'est pas encore fiable et vérifiée. Et tout ça ensuite mis bout à bout avec un problème de culture scientifique de la part des journalistes, qui est une réalité. Il y a là clairement une faille. Nous ne sommes pas outillés. On l'a vu pendant la pandémie, où face à des scientifiques, on n'était pas capable de porter la contradiction. De toute façon, qui pendant la pandémie pouvait savoir réellement ce qui se passait ? Avec des scientifiques qui ne disaient pas la même chose, tout le monde était perdu. Perdu, c'est le terme que je retiens en fait. Parce que, évidemment, on peut se passer de la pommade en disant que waouh, super, les journalistes sont utiles à 89%. Ah, ben ça va mieux. Dans un climat de défiance, on avait peur. Non, la réalité, c'est que dans la pratique, la défiance existe toujours. Évidemment, l'utilité du métier est reconnue. Mais c'est comment on le pratique et comment on est crédible et comment on arrive à faire comprendre que notre travail, il est avant tout de vérifier les informations et de porter une information fiable et vérifiée à la connaissance de tous. Seulement quand, dans des domaines comme l'environnement et les sciences, l'auditeur, le lecteur ou le téléspectateur estime qu'on n'est pas outillé et donc qu'on n'a pas les éléments qui peuvent porter un argumentaire finalement, amener à quelque chose de précis, parce que c'est ce qui est demandé. On a dit l'an dernier, quand on va voir un médecin, quand on est malade et qu'il vous dit bah, « je ne sais pas ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites ?» Vous allez voir ailleurs. Donc on a besoin de réponses. Notre époque a besoin de réponses. Et donc les journalistes devraient être en mesure d'en apporter avec les experts et avec une connaissance outillée. Et si on n'apporte pas les réponses, parce qu'on est incapable de les porter, il faut savoir dire « je ne sais pas » et savoir donner des pistes de réflexion et donc aller aussi vers un journalisme de solution. Et ça, c'est un travail sur lequel je crois qu'on est tous d'accord. On essaye de se diriger vers ça parce qu'effectivement, à un élément catastrophiste, à une information anxiogène, il ne faut pas seulement se limiter à ce constat-là. Il faut derrière dire tout de suite ce qui pourrait être fait pour que nous n'allions pas plus loin dans le catastrophisme et dans l'anxiogène. Quelles solutions on peut apporter aux crises environnementales ? C'est un défi important, hein. Je crois que ce baromètre le montre, le défi qui nous attend est immense. On en a conscience, on n'apprend rien finalement parce que ce sont des questions qui de l'intérieur nous animent, mais effectivement, vous, peut-être ne le savez pas, et l'apprenez aussi par ce baromètre. C'est aussi fait pour ça, pour qu'il y ait une prise de conscience dans la rédaction et chez ceux qui s'informent également. Et en ça, il est utile. C'est un travail qu'on doit faire dans nos rédactions. Cyril, non, Pascal. Merci. D'abord, je vais faire de la transparence. Je suis allé chercher mon ordinateur, mais c'est pour avoir les mêmes chiffres que ceux qu'a montré Stuart. Hein. C'est juste parce que je les ai oubliés entre-temps. Mais non, j'ai vu en tout début d'intervention de Stuart que 78% du public en France s'informe dans des médias. Alors, il y a effectivement une confusion sur des médias de qualité ou pas, et d'ailleurs, c'est pas à nous de faire cet arbitrage. C'est frappant, ce chiffre de 78%, parce que en 2019, au Brésil, c'était exactement le même chiffre en faveur des réseaux sociaux et de l'entourage. Toujours en 2019, en Inde, c'était 75%. Alors, je ne ferai pas le lien avec le fait que
des gouvernements populistes ont été élus dans ces pays-là. On peut faire ce lien, mais ce n'est pas mon propos du jour. Mais je veux dire par là que ça prouve quand même qu'on est dans un état démocratique entre la presse et le public qui est quand même pas si mal. Voilà. Après, il y a tous les détails dans lesquels est rentré Via Voice et dans lesquels il rentre chaque année. Et c'est l'intérêt de ce baromètre, c'est qu'il est constant. Et à partir de là, on n'est pas très surpris, nous, les professionnels de la télévision et de l'information numérique et radio, par ces résultats. On engage des choses pour faire mieux. Je constate quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se voient en matière de vérification et de fake news, c'est-à-dire apparemment le public commence à voir les efforts que nous faisons, et je ne vais pas les détailler pour ne pas avoir l'air de tirer la couverture à France Télévisions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en matière de fake news et de lutte contre les fake news. En revanche, visiblement, le public, donc vous, ne voyez pas les efforts dans le journalisme de construction. C'est assez logique parce qu'on essaye de redresser la barre depuis moins longtemps. Et clairement, on doit, c'est ça qui nous intéresse quand on fait ce genre de baromètre, c'est pas pour le plaisir de se flageller, on doit clairement mettre en place des politiques beaucoup plus volontaristes dans ce domaine, quoi. Voilà. Alors on a, qu'est-ce qu'on a fait? On a des formations qui sont mises en place systématiquement à l'université France Télévisions, et je viens de voir la formatrice s'asseoir dans la salle. Donc voilà. On met en place des référents dans la rédaction, qui sont des gens référents au journalisme de construction, qui vont aller, entre guillemets, faire pression sur les rédacteurs en chef pour essayer de passer dans les journaux ces reportages-là. Et donc, on s'inspire d'autres rédactions pour faire ça, la BBC pour ne pas la citer. Et donc, je pense que les résultats vont commencer à se voir dans l'avenir. Donc évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais voilà, on essaye de s'améliorer dans ce domaine. Le constat, il est dur, ok, mais il peut nous appeler qu'à être meilleur, quoi. Un petit détail quand même, et puis après je passe le micro. Dans le journalisme de construction, nous ne croyons pas tellement à la création de formats qui seraient dédiés, c'est-à-dire d'émissions ou de formats de reportage dans les JT qui seraient dédiés à cette forme de journalisme, parce qu'on considère qu'il y aurait un trop grand risque d'utilisation de ces formats comme alibi. C'est-à-dire qu'en gros, on le ferait pas du tout pour le reste du journal, mais on le ferait que là. Donc on ne croit pas trop à ça. Nous, on croit plutôt à une irrigation du journalisme de construction dans tous les domaines, y compris dans le haut du journal, là où sont normalement rangées les catastrophes. Voilà, donc je m'arrête là, c'est des engagements, encore une fois, vous n'êtes pas forcé de me croire sur parole, mais c'est à ça que sert une étude, aussi douloureuse soit-elle à lire pour nous. Juste deux réflexions rapides. La première, vraiment, c'est un détail, mais parce que ça nous a beaucoup occupé dans certaines rédactions, j'allais dire la majorité des rédactions, et le chiffre qui sort du baromètre est assez terrible, c'est le pourcentage très faible, je crois que c'est 9% des Français qui attendent à ce que l'on réponde à leurs questions, qui se placent dans une démarche d'interactivité sur un domaine ou sur un sujet complexe, technique, qui nécessite de l'expertise. Et c'est terrible parce que Dieu sait si on a essayé de mettre en place des dispositifs, c'était On vous répond à France Télé, le 20h vous répond sur TF1, enfin tous les médias ont essayé de mettre en place ces dispositifs et visiblement soit on est passé à côté parce que les dispositifs n'étaient pas les bons, soit c'était pas réellement une attente et en tout cas peut-être pas la bonne. Une réflexion plus globale avant de laisser la parole à Cyril. Je trouve que l'enquête elle montre deux choses à la lumière de ces deux crises, la crise sanitaire qu'on a connue, la crise climatique que l'on connaît et que l'on va connaître dans les années qui viennent, c'est que nos rédactions, je trouve, ne sont pas outillées aujourd'hui pour réagir de façon rapide à l'apparition d'un sujet d'actualité majeur, massif, qui va tout submerger et extrêmement technique. On l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire on manquait d'experts, de journalistes experts dans nos rédactions, capables de répondre à des questions précises et à avancer sur le sujet, de porter la contradiction, comme l'a dit Eric, un certain nombre d'experts qui prenaient la parole dans nos médias. Et je suis assez inquiet, mais on va travailler là-dessus pour la crise climatique à venir. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui assez de monde dans nos rédactions pour traiter ces questions-là. Donc ça pose des questions sur nos fonctionnements, sur nos recrutements aussi, et aussi toute l'articulation avec le cursus de formation des journalistes.
pour être suffisamment armé et bien répondre à ces questions. Évidemment, on ne va pas transformer une rédaction de 100 personnes avec 95 experts en environnement parce qu'il y a d'autres sujets à traiter, mais en tout cas, il faut qu'on trouve des moyens d'être beaucoup plus souple pour réagir à ce genre de crise. Bonjour. Alors moi, étant le seul média privé de la cohorte, je vais vous parler d'argent, évidemment. Donc je vais vous parler d'argent, de valeur et de gratuité. Moi, je voudrais insister sur une question et une réponse que Stuart a évoquée tout à l'heure. C'est une information de qualité se paye, elle n'est pas gratuite. Donc 36% des Français sont d'accord avec cette affirmation. Ce qui est sous-jacent, c'est qu'une grande majorité de Français n'est pas prêt à payer pour de l'information. Alors, il y a deux façons d'analyser le sujet. La première, c'est de dire qu'il y a beaucoup de contenu gratuit de qualité, et c'est le cas chez les médias que représentent mes trois confrères. Donc voilà, on a un service public de qualité qui distribue de l'information gratuite de qualité. Donc ça, c'est, on va dire, la vision plutôt optimiste du sujet. Et la vision pessimiste, c'est comment convaincre les gens que pour avoir une info de qualité, il faut la payer. Alors de manière indirecte, nous la payons tous pour le service public, bien évidemment, mais ça fait pas tout à fait le même effet. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu pour nous, médias payants, à partir de quel moment il y a un intérêt à payer pour de l'info et qu'est-ce qu'elle m'apporte. Et je fais la transition avec la question du Covid et la question du climat. Souvenez-vous, au début de la crise du Covid, un certain nombre de médias payants se sont interrogés pour savoir si, à partir du moment où on est sur des informations, on va dire, d'ordre de l'intérêt général, est-ce que nous ne sommes pas, comment dirais-je, pour le dire naïvement, trop méchants et trop égoïstes de cacher derrière les paywalls nos articles qui concernent le Covid. Voilà, un certain nombre de médias privés au tout début de la crise ont rendu gratuits des contenus qui d'ordinaire auraient été payants pour répondre à cette question d'un rôle finalement de service au public. Et donc il y a vraiment cette question-là qui est au cœur du sujet, et c'est à mon avis aussi une question qui est au cœur de la question climatique. Vous avez peut-être suivi l'année dernière, il y a un chercheur au CNRS qui avait lancé une pétition pour que tous les articles qui concernent la question climatique soient gratuits. Parce qu'on était dans un sujet trop grave pour qu'il devienne payant. Alors j'allais vous dire certes, mais si on veut que les médias continuent à produire des contenus de qualité, il faut continuer à payer les journalistes notamment. Et donc l'info de qualité, elle a une valeur, elle a un coût et donc elle a un prix. Et donc c'est vrai que nous, l'enjeu, c'est pour les médias privés en tout cas, c'est de réussir à convaincre que cette info, elle doit parfois être payante. Il faut aussi qu'on soit capable parfois aussi de débloquer nos paywalls, comme on dit, sur des informations d'utilité publique. Et puis ça pose une dernière question. Qui est celle, c'est rigolo, puisqu'en début de semaine, j'ai échangé avec un climatologue du GIEC, Christophe Cassou, qui a coécrit le rapport du GIEC, qui a interpellé le JDD et moi-même sur Twitter sur un titre qui était pas clair, qui n'était pas assez précis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc il nous a interpellés un peu vertement et finalement il avait raison, tout en disant oui, l'article est très clair, oui, le chapeau est très clair, mais le titre n'est pas assez précis, n'est pas assez factuel sur une question aussi importante que le climat. Sauf que le titre, il était partagé sur les réseaux sociaux et tout le monde l'a commenté sans lire le papier. Le chapeau, il était éventuellement accessible, mais l'article, lui, était derrière le paywall. Donc je pense que là, on a aussi une responsabilité, à la fois nous, médias, pour mieux titrer nos contenus sur un sujet aussi grave et aussi important. Et puis peut-être aussi, essayons de donner aux lecteurs la responsabilité, peut-être, espérons-le, de lire les contenus
avant de les critiquer, avant de les commenter. Alors le chemin est très long pour ça. La période malheureusement n'encourage pas à la réflexion et à la prise de distance. Mais voilà, je pense que cette question sur un sujet aussi brûlant que la crise climatique, de la gratuité, de la valeur et de comment nous, on fait à la fois des choses accessibles mais précises, à mon avis, c'est ça qui va nous occuper. Puisqu'il est question d'interactivité dans le baromètre, on va peut-être vous laisser nous poser quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent dans la salle. Ouais. Il y a des micros ou pas? Ah bah non. Ouais. On a un de plus que de gens. Alors, qui voulait prendre la parole? Bonjour, merci pour cette table ronde. Alors moi, ce n'est pas une question, c'est une invitation. Je suis Juliette Nouel, animatrice de la Fresque du climat. Vous avez évoqué le manque de formation et de culture scientifique des journalistes. Et donc, je voulais juste dire que nous, on propose un outil, ça dure 3 heures, et on comprend en 3 heures le contenu de rapports du GIEC qui font quasiment 4000 pages. C'est juste là, si ça vous intéresse, on a déjà déployé cet outil. On a commencé à Radio France, on a commencé dans le groupe Le Monde, à Ouest France. Et on n'a qu'une envie, c'est de venir le faire dans toutes les rédactions. Voilà. Alors, je vais enfoncer le clou parce qu'effectivement, on a adopté ce principe à Radio France où il y a eu une démonstration de la fresque du climat. C'est vraiment de manière très ludique expliquer toutes les causes du réchauffement climatique. Et donc, c'est évidemment avec un jeu de cartes essayer à travers une fresque, de dessiner quelles sont les causes et conséquences qui se construisent comme un jeu de domino jusqu'à la fin. Je peux vous assurer que c'est très, très instructif et je vous encourage évidemment à participer à cet atelier. Question? Oui. Merci Marie-Laure pour... Dans le baromètre, bonjour, Anne-Henri, journaliste indépendante. Dans le baromètre, on voit qu'il y a peu d'attentes des Français de débats contradictoires. Est-ce que ça peut vous amener demain à revoir le traitement de certains sujets d'actualité? Est-ce que vous attendiez à un tel pourcentage? Moi, je réponds rapidement parce que pour le coup, la question du débat, elle est peut-être moins prégnante en presse écrite qu'en audiovisuel. Juste pour dire, ce qui ressort, c'est qu'en fait, on se rend compte que les Français, ils en ont marre qu'on leur propose des débats avec une personne qui dit noir et une personne qui dit blanc. Et ils ont envie que les journalistes soient capables de prendre un dossier et de dire, bah voilà, nous, on a bossé le dossier. Et voilà, alors la vérité, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, voilà l'expertise que nous, on apporte parce que ça vous fait pas avancer si on est que les arbitres de ceux qui disent blanc et de ceux qui disent noir. Et c'est vrai que c'est un sujet important aussi dans le changement de notre métier parce que nous, on s'est toujours dit contradictoire, débat, on fait parler les uns les autres, mais à un moment, on voit que les Français attendent de nous qu'on donne notre expertise et finalement qu'on tranche un peu les débats. Voilà, je laisse la parole à... Petite question pratique, je suis désolée, mais il y a ici un pupitre. Si vous avez des questions à poser, soyez gentils de venir au pupitre. C'est parce qu'on est retransmis en direct et pour la réalisation de cette retransmission, voilà, c'est plus facile de venir s'installer là plutôt que difficile d'aller vous choper à droite et à gauche. Voilà, bienvenue dans les contraintes de la télévision. Simplement, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est peut-être que quand on invite quelqu'un, on sait déjà à l'avance ce qu'il va dire. Et quand on invite 2 personnes, on sait déjà à l'avance ce qu'elles vont dire et ce qu'elles pensent. Donc il y a déjà quelque chose un peu de construit. C'est peut-être ça aussi qu'il faut certainement revoir. Je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est souvent un peu ce qui arrive. Quand on invite quelqu'un pour parler de quelque chose, on l'a déjà lu, on sait ce qu'il pense, on sait comment il argumente. Donc peut-être que l'effet de surprise manque un peu et qu'on doit aussi aller vers ça et être plus audacieux, certainement. Alors, oui, j'abonde dans ce sens, effectivement. Pour nous, on est surtout concerné, côté France Télévisions, pour les émissions politiques. Mais je pense quand même que ce chiffre, Stuart, je ne sais pas si tu peux confirmer ça ou pas, mais moi, ce que je comprends de ce chiffre, c'est surtout une réaction contre la clash culture. C'est-à-dire des débats artificiellement clivés, pour ne pas dire polarisés. Mais alors là, pour le compte, sans vouloir botter en touche, vous n'avez pas tellement dans ce panel de représentants de ces émissions-là. Nous, en revanche, on est très concernés par les critiques sur les experts.
c'est dans l'air, etc. Machin, oui, avec la transparence sur qui sont les experts qui parlent, pour qui ont-ils travaillé, etc. Ça, c'est un enjeu très fort. Mais en revanche, sur la clash culture, je ne pense pas qu'on soit trop concerné. On a quand même cette réflexion à peu près dans les termes qu'a employé Eric. Par exemple, pour l'émission sur la présidentielle, l'émission politique du jeudi, où il faut effectivement qu'on soit vigilant là-dessus, quoi, parce que visiblement, une partie des Français, apparemment les plus exigeants et les plus, entre guillemets, consommateurs d'émissions politiques, attendent maintenant un autre type de débat. Là aussi, il y a une notion de constructif qui entre dedans. C'est plus difficile à faire qu'un simple clivage attendu et connu à l'avance. Voilà. Pour compléter ce que dit Pascal, il y a peut-être un biais d'audience sur certains formats de débat, effectivement, qui se font par facilité sur un modèle de clash culture. Et un autre format de débat qui peut s'appeler contradictoire, mais en tout cas quelque chose qui permet d'avancer, de donner des clés de compréhension à l'auditeur ou au téléspectateur. Et je ne sais pas comment les Français qui ont répondu à l'enquête ont pris ce terme de débat contradictoire. Mais pour moi, il recouvre effectivement plein de choses. Et je pense qu'ils ont plutôt répondu, comme dit Pascal, sur cet aspect, cette culture du clash, qui peut fonctionner, qui fonctionnera à mon avis toujours sur un certain public, mais qui n'est pas peut-être forcément la majorité de ceux qui nous regardent, en tout cas nous, et pour les représentants des médias qui sont ici. Alors venez au pupitre, s'il vous plaît. S'il n'y a pas d'autres questions. Marie-Laure ayant disparu avec le micro en plus. Ah non, elle est là. Oui, d'accord. Marie-Laure a le droit de s'asseoir. Non, pas d'autres questions? Non. Si, une question arrive. Venez. Bonjour, merci beaucoup. Colline Tison, productrice. Ma question s'adresse à Pascal Doucet-Bon sur le journalisme de solution ou de construction. Je comprends que vous voulez insuffler au sein des JT et des magazines. Mais quand on regarde ce que Cache Investigation a fait à l'investigation, ça a été quand même génial, quoi. Ils ont réussi à vraiment insuffler une culture de l'investigation partout parce qu'ils avaient une émission qui était consacrée à ça et qui était en prime. Et moi, je m'inquiète un peu quand on voit qu'Envoyé spécial, je m'inquiète un peu quand on voit que Envoyé spécial propose une émission en prime où la présentatrice prend la voiture pour faire son plateau. Aujourd'hui, on est en 2021 et montrer à la télévision quelqu'un qui est en voiture, qui circule dans Paris, moi, ça m'a Il me semble que c'est un taxi électrique. Ok, super. Mais quand même, c'est un signal qui est assez fort de voiture. Et je me dis, est-ce qu'avoir une émission qui est construite d'investigation de solutions, qui n'est pas une émission les solutions, c'est super, c'est non. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on peut aller? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Quelles sont les limites? Ça me semble intéressant pour une télévision de service public. Bon, d'abord, je ne répondrai pas tellement sur la mise en image parce qu'elle implique un côté goût et couleur qui n'est pas forcément... moi, je préfère qu'on parle de ce qu'elle raconte, même si elle est au volant. Dans la même émission Envoyé spécial, vous avez l'ouverture de la première émission de la saison sur une solution de projection de la perfusion totale de quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, une nouvelle technique révolutionnaire qui est questionnée, qui est pondérée dans ses limites, qui est aussi pondérée dans les limites financières de la formation qui est apportée aux gens. Enfin, je vous invite à voir le sujet. Ça, c'est du journalisme de construction. C'est aussi de l'enquête. Parce qu'évidemment, c'est pour ça que je ne dis pas solution. Moi, je n'emploie pas le mot solution, mais on a des débats là-dessus, hein, évidemment. Moi, je dis construction parce que le journalisme de construction, c'est un journalisme d'enquête. Hein. C'est pas la sympathique initiative, hein, dont on ne questionnerait pas les limites. Hein. C'est pas ça. Donc d'abord, voilà, il n'y a pas de contradiction entre l'enquête, même l'investigation, et le journalisme de construction. Ça, c'est une chose. Quant à savoir où est la place de l'investigation sur France Télévisions, il ne vous a pas échappé qu'après Envoyé spécial, il y a complément d'enquête, que complément d'enquête est passé dans une formule de tout 52 minutes,
qui est une formule beaucoup plus adaptée à une investigation beaucoup plus incisive. On a sorti quand même de très belles exclusivités sur les réseaux sociaux et les complotistes et l'argent du complotisme, qui a quand même donné lieu à la coupure de YouTube d'un des plus gros sites complotistes américains, puisqu'on avait interrogé son fondateur en exclusivité. Il y a de très belles choses qui se passent sur le service public dans l'investigation en ce moment. Et quand Envoyé spécial décide de mettre l'accent sur le journalisme de construction, il n'oublie pas d'enquêter. Il y a des enquêtes en cours en ce moment. Bon, là, je n'irai pas plus loin, évidemment. Mais il y aura de l'enquête et de l'investigation. Alors, je reconnais que c'est surtout de l'enquête et un peu moins d'investigation, c'est vrai. Parce que, à cause de la taille des sujets, c'est pas tout à fait la même chose, l'enquête et l'investigation. Mais en revanche, sur France Télévisions, la place de l'investigation, elle est là, elle n'est pas remise en cause. Non, justement, c'est ça que je disais. Je disais, Cache Investigation, en mettant en prime de l'investigation, a fait énormément de bien à l'investigation. Ça a permis de la faire connaître au grand public et de créer une demande pour ça. Et je me disais que de proposer un magazine de construction pourrait créer la même chose, en fait. Ah d'accord, je comprenais pas. C'est plutôt ça. Et c'est ça, justement, je trouve ça génial que l'investigation soit à ce point-là portée par les antennes. On va sans doute arriver, je pense, là-dessus, avec des émissions dédiées, très identifiées, consacrées au journalisme de solutions de construction, comme aujourd'hui à l'investigation, mais ça ne doit pas nous exonérer et nous dire, c'est parce que ce format existe, on ne va pas en faire ailleurs. Or, c'est un risque. L'investigation aujourd'hui, moi je vois ça comme un risque du côté, la niche, un peu la Libye, et puis on ne changerait rien du reste. Mais c'est un débat, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, et là je parle en mon nom propre. Je vais être d'accord avec Pascal, l'effet est là, c'est de faire en fait une case. Pour dire, ben voilà, on s'en dédouane, on a quelque chose qui ne sera peut-être pas d'ailleurs regardé. Alors que si en revanche on infuse la construction et la solution dans la pratique journalistique et dans toutes les pratiques journalistiques, là on aura réellement beaucoup plus d'efficacité, je pense, que de créer un effet de niche, il me semble. Et pour parler d'investigation, puisque Pascal le mentionnait, vraiment je vous encourage à le regarder parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu une enquête de cette qualité-là, surtout sur un sujet aussi sensible et qui parle un peu de ce baromètre, c'est la machine Afrique des fake news de Sylvain Louvet et Aude Favre qui est passé dans complément d'enquête. Et c'est là, vous voyez, tout l'envers des fake news, comment c'est financé, quel argent finalement sert ceux qui pratiquent la désinformation. Et c'est vraiment très instructif. Vraiment, je vous encourage à le regarder sur les plateformes s'il est encore disponible. Une dernière remarque là, pour élargir au thème des assises, c'est que le véhicule électrique, c'est un attrape-nigo. Ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de fumée, mais dans un pays où on est majoritairement nucléaire dans la production électrique, bien sûr que c'est tomber de la peste dans le choléra. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend nos anciens diesels ou... On ne montre pas, comme le disait la précédente interlocutrice, de façon ostentatoire un véhicule qui se déplace. Et puis on apprend au directeur de la chaîne francophone France 24, c'est ça, Amaury, que les véhicules électriques, c'est un attrape-nigo en France où la production électrique est majoritairement d'origine nucléaire. Dont acte. Dont acte, et c'était pas trop dans le baromètre, mais c'est pas grave. C'est vrai ça, Stewart, hein? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas à quelle heure on doit s'arrêter. Vous avez d'autres questions? On doit s'arrêter. Je voudrais simplement dire qu'on est tous très conscients qu'on est défaillants, puisque c'est quelque chose qui était dans le baromètre, sur la culture scientifique de nos rédactions, et qu'on y travaille fortement et qu'on encourage évidemment. C'est pas forcément d'avoir des spécialistes de l'environnement, des spécialistes des sciences, mais que ce soit dans la culture générale en fait, qu'on ait au moins des éléments de première main, on va dire, sur ces questions-là. Merci à tous de votre attention.